Alors comment déstigmatiser, c'est pratique, déstigmatiser effectivement pour rappeler que c'est une véritable maladie en fait, et une véritable maladie qui se soigne. Est-ce que on a toujours conscience effectivement, soit en tant que patient potentiel, personne proche, voire même peut-être certains professionnels, d'affirmer que on est bien face à une maladie, même si là, on l'a compris avec tout ce que vous venez de dire. Malgré tout, comment on réaffirme ça? Il y a cette phase de lune de miel qui est très problématique, surtout dans l'anorexie mentale, c'est que dans cette phase où il y a la perte de poids, où il y a la toute-puissance de l'installation de la maladie qui fait que vous avez le contrôle sur votre vie, sur votre alimentation, sur les calories, sur votre corps, etc. Et là, il y a quelque chose que les patients décrivent bien, c'est une sorte de jubilation avec la capacité de faire quelque chose que les autres n'arrivent pas à faire. Sauf que malheureusement, à l'heure actuelle, on a quand même 2% de la population, jusqu'à 5% qui souffrent de troubles alimentaires. Donc en fait, non, vous n'êtes pas les seuls à rentrer dans ce tragique, clairement, parce que c'est du tragique. Et donc, sorti de la phase de lune de miel, là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une inertie, donc il commence à avoir les premières dégradations, les premiers troubles, vous êtes moins concentré pour travailler, il y a parfois la déscolarisation, il y a de vrais dégâts qui commencent à apparaître, et là, on commence à percuter et à toucher du doigt qu'il y a le trouble alimentaire de type anorexie dans la boulimie. C'est vrai que beaucoup de patients tardent à venir dans les soins parce qu'il y a une sorte c'est pas très grave de faire ça, vomir après un repas, c'est pas très grave, et puis ça se banalise, et en fait ça s'ancre, et puis ça s'accélère, parce que la vie, elle est pas linéaire, on le sait très bien. Comme l'a dit la jeune dame, les émotions prennent le dessus, les situations de vie peuvent se détériorer d'un seul coup, et si vous avez toujours eu du mal à réguler vos émotions autrement que par la nourriture, oui, vous dérivez là-dessus. Il suffit qu'il y ait une prise de poids, il suffit qu'il y ait une remarque encore sur le corps, il suffit que vous ayez fait, je reviens sur les repas dominicaux du dimanche, je suis quand même effaré de faire des repas de famille, même dans ma propre famille, où ils parlent de régime. Donc c'est quand même très surprenant. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui ne peut pas vous donner un conseil nutritionnel. Ah, c'est c'est quand même... c'est fou, je trouve. Et avec l'audace de vous dire qu'ils en savent beaucoup mieux que moi, ou que toi d'ailleurs. Donc, sans problème. Et je sais pas, il se passe quelque chose autour de la nourriture où mon corps m'appartient, je sais ce que je mange. On parlait des réseaux sociaux, je rebondis là-dessus. Aujourd'hui, on a l'impression que si je fais une expérience pour moi, c'est bon, je suis le corps étalon pour toute la terre entière. Voilà, si ça marche sur moi, je peux dire que c'est bon pour tout le monde. Et on a ces dérives alimentaires qui existent de plus en plus, et donc on a cette diminution des risques de ces symptômes. Et on s'engage là-dedans et on y passe trop de temps. Ouais, on est dans une société, malheureusement, aujourd'hui, qui normalise beaucoup de comportements qui sont finalement déjà problématiques. Et ça ne permet pas de prendre conscience qu'il y a un problème. Et du coup, ça ne permet pas de prendre conscience qu'il y a potentiellement une maladie et aller vers les soins pour confirmer cette maladie. Moi, ce que j'aimerais transmettre comme message, c'est qu'à partir du moment où on souffre de son rapport à l'alimentation, on souffre de son rapport au corps, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il faut pouvoir aller en parler à quelqu'un, à un professionnel. Si on y arrive, bien sûr, c'est un cap à passer et c'est un premier pas qui est difficile. On peut passer par une ligne d'écoute anonyme si on préfère dans un premier temps. Il y a d'autres choses qui sont possibles. On n'est pas obligé de s'exposer directement. Mais à partir du moment où on souffre, il faut en parler à quelqu'un. Il faut qu'on puisse avoir un diagnostic pour qu'on puisse expliquer en quoi il s'agit d'une maladie, justement. Parce que c'est pas forcément simple de se rendre compte par soi-même. Juste, je sais que vous avez toujours à cœur, Camille, de donner quelques ressources. Alors, il y a ce numéro, effectivement. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme autre conseil, à part la lecture des livres, à part de regarder, effectivement, les émissions? Est-ce qu'il y a d'autres conseils à avoir face à ce soir, les personnes qui sont là et qui ont voulu assister à cette conférence? Il y a les réseaux sociaux quand même, il y a des sites internet. Le seul problème, c'est qu'on a quand même aussi beaucoup de sites qui sont en train de pulluler, pas forcément avec des discours adaptés. Voilà. On essaye aujourd'hui d'avoir une harmonisation, de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas non plus, parce qu'il y a quand même des études qui sont faites, et la médecine est quand même basée sur des études qui nous montrent est-ce que ça c'est plus ou moins efficace, est-ce que ça c'est absolument pas efficace, ou est-ce que ça c'est très efficace. Aujourd'hui, c'est clairement établi.
dans la prise en charge de l'anorexie mentale chez l'adolescente, ce qu'on appelle le gold standard, ce qui fonctionne le mieux, c'est les prises en charge de type thérapie familiale. C'est ce qui fonctionne le plus, clairement. C'est ce qui est le plus validé. Pour autant, ça ne fonctionne pas dans toutes les situations, mais c'est ce qui est le plus validé. Concernant l'anorexie chez l'adulte, ben là, aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir une technique hyper efficace parce qu'il va falloir passer par plein d'étapes, des moments où à quel moment le patient arrive, de la chronicité, où il en est dans sa situation, les ressources familiales, le contexte de vie, donc ce qui va faire que ça va être plus complexe à prendre en charge. Mais chez l'adulte, on a moins de consensus, on va dire. La boulimie, on a quelque chose au contraire, qui est très répondant sur les psychothérapies de type cognitivo-comportemental. On est à peu près à plus de 60% de guérison sur les patients en moins d'1 an. Donc c'est quand même une pathologie sur laquelle on sait bien travailler, avoir une très bonne efficacité. Je rappelle quand même qu'on a 40% qui ne répondent pas à ce type de traitement. Sur les prises en charge de type hyperphagie boulimique, qui a été un peu le parent pauvre, je dirais, pendant des années où on a mis de côté. Là aussi, c'est une pathologie qu'on sait relativement prendre en charge, comme la boulimie, avec des prises en charge de type psychothérapie cognitivo-comportementale. C'est très répondant, avec la seule difficulté, c'est que malheureusement, le patient devra accepter de rester avec un poids à la fin qui ne sera certainement pas ce qui est attendu. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut rappeler aussi dans la prise en charge de ces TCA, c'est qu'il va falloir abandonner l'idée du contrôle du poids. Il va falloir abandonner l'idée du contrôle du corps, parce que si vous mettez ça au devant de tout, nous, on ne peut pas vous aider. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est la chose, bien sûr, la plus difficile à accepter quand on souffre de ce TCA, quand on s'est construit pendant quelques temps ou plusieurs années autour de ça. Et pour les patients, lorsqu'on est en consultation, on dit oui, en effet, on sait comment vous aider, on a plein d'outils, on sait quoi faire, mais la première des choses qui va être la plus difficile pour vous, c'est de comprendre qu'il va falloir abandonner le contrôle sur le poids, abandonner le contrôle sur l'image du corps. Et c'est là où c'est très difficile pour beaucoup de patients et qui peuvent même être rebutés dans les soins, parce que évidemment, je souffre de mes crises, j'ai envie de perdre du poids aussi, mais je n'ai pas envie de tout abandonner dans ce principe de la perte de poids. Je veux être bien avec mon corps, mon corps n'est bien que si je perds du poids. Et ça, malheureusement, c'est le pied qui vous fait rester dans la maladie. Alors c'est très dur, c'est très difficile, on est OK, mais on sait accompagner, ça prend du temps, on en guérit clairement. Je vous l'ai dit, plus de 60% peut guérir. Mais il faut passer ce premier cap, d'abandonner cette histoire de poids, l'image du corps, qui a été parfois le symptôme de protection d'un système ou de contrôle. Et ça, c'est je dirais un des pas les plus complexes pour les patients. Oui, ça me fait penser à une patiente qui encore récemment m'a dit ce qui m'a libérée finalement de mon rapport à l'alimentation, c'est de faire le deuil de l'idéal de minceur que j'avais. Et ça illustre bien ce que tu dis, Nicolas, parce que c'est effectivement ce contrôle du poids, du corps, cette idéalisation de la minceur, ou en tout cas tout ce qu'on y met derrière, ce contrôle qui va entretenir le symptôme. Donc ça fait partie effectivement des éléments qui est hyper important à avoir en tête. Et ce que je pourrais dire en termes de ressources et de choses qui peuvent être aidantes, aujourd'hui, je pense que plus on comprend les symptômes des maladies, plus on les connaît en tant que patient, en tant que proche, plus on va agir correctement, de façon adaptée, plus on va mettre en place finalement les choses qui sont utiles et nécessaires pour soi et pour aller mieux. Donc la compréhension de ces maladies-là, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très très aidant. On n'a malheureusement pas beaucoup de soins, pas encore suffisamment de soins, même si ça se développe de plus en plus. Donc je pense qu'il y a ce qu'on peut faire au-delà des soins et dans l'attente des soins, c'est vraiment pouvoir se renseigner avec des sources fiables. Pour ça, il existe effectivement des comptes sur les réseaux sociaux. Il y a la Fédération française anorexie boulimie qui a un compte Instagram qui s'appelle Tout sur les TCA. Il y a bien sûr mon compte, j'essaye de toujours faire des choses qui sont très sourcées et très accessibles. Il y a aussi un site sur lequel on peut retrouver pas mal de ressources avec aussi d'autres bouquins qui sont cités. C'est le site de la Journée mondiale. Ça, site, c'est journéemondialetca.fr. Là-dessus, il y a aussi énormément de ressources. Et je pense que vraiment, en passant par cette meilleure compréhension des symptômes et des mécanismes en fait un peu sous-jacents à ces troubles alimentaires,
c'est une façon de pouvoir mieux gérer, mieux agir, mieux réagir en tant que proche et avancer vers la guérison aussi. Comme l'a dit tout à l'heure Camille, dessous l'iceberg, il n'y a pas les mêmes causes. Ouais. Et c'est pas étonnant de voir certaines personnes qui ont dans les transitions de vie, de maturité, qui sont difficiles, simplement de grandir, en effet, avoir peur de l'avenir, prendre des responsabilités, prendre son appartement, quitter sa famille, peut être quelque chose de très angoissant. Et on a des gens qui, par l'expression de ce corps qui veut rester enfant, adolescent, vont refuser cette prise de maturité. Ça peut être une situation, certainement une piste à explorer avec nos collègues psychiatres et psychologues, ou en thérapie familiale, ou en thérapie individuelle, en fonction d'eux. Ouais. Et puis dans d'autres situations cliniques, on ne sera absolument pas dans ce versant-là, on sera dans d'autres versants, dans d'autres problématiques. Et c'est là tout le travail. Ok, vous arrivez avec votre symptôme, avec la légitimité de votre symptôme, avec votre souffrance personnelle, puis nous, vous allez déposer ça dans le bureau. On va débroussailler ce qu'il y a à débroussailler, puis on va aller s'attaquer au cœur du problème au fur et à mesure, quand on peut le faire. Souvenez-vous toujours que quand même, il faut être un petit peu dans un état de renutrition suffisant, avec un IMC suffisant pour pouvoir aller faire tout ce travail psychothérapeutique, parce que ça consomme énormément d'énergie et on a beaucoup de difficultés cognitives quand on est dans un état de dénutrition, qu'il soit aussi bien sur le plan du poids que sur le plan énergétique. Juste une petite question. J'ai vu quand Jean-Loup parlait de Docto-IA ou je ne sais pas, tu as remué la tête un peu, non pas mécontent, mais en disant « Ah, je ne suis pas vraiment d'accord ». Je suis pas vraiment d'accord. Ça faisait référence à quoi? Simplement une expérience que j'ai eue récemment en consultation. Et on parlait des nombres de pas qui est un vrai fléau. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé encore sur l'hyperactivité physique. Ah oui, c'est vrai. Je pense à une patiente qui fait encore 30 km par jour. Bref. Et ce qui était intéressant, Jeanne me dit, mais Nicolas, je regarde l'IA tous les jours me dit, mais pour ma bonne santé, alors qu'elle est totalement anorexique, avec des syndromes de crise et de purge, et elle me dit, mais il faut que je marche 10 000 pas, c'est quand je demande à ChatGPT me dit, bien, alors oui, ChatGPT donne exactement la bonne réponse. Il dit, pour ta bonne santé, il faut marcher au-delà de 5 000 pas, 8 000 c'est encore mieux, 10 000 ça commence à déjà faire pas mal, mais c'est bien pour la santé. L'IA donne la très bonne réponse et les recommandations, il n'y a aucun souci là-dessus. Et là, puis t'es clair de génie dans mon esprit, et je dis, mais tu as dit à l'IA, parce que je sais qu'il faut contextualiser le prompt, etc., mais j'ai dit, mais tu as marqué à l'IA que tu étais anorexique? Et là, elle me dit, non. Je dis, viens, on tente l'expérience, on va voir ce qui va se passer. Et donc, elle marque, au fait, je suis anorexique. Un peu dans cet esprit, puis j'ai capture d'écran, mais c'est plutôt un petit détail qui servait à rien, mais voilà, un petit détail qu'elle fait. Et alors, c'est là où l'IA est assez intéressante dans les réponses. D'entrée, la première chose qu'il écrit, c'est « Merci de me l'avoir dit » avec un gros cœur. Et du coup, c'était hyper émouvant de voir ça, en disant, mais même l'IA dans ce truc complètement désensibilisé, déjà donne une première information que merci d'avoir dit ça parce que c'est important, un petit cœur de soutien. Et là, tout le discours qui va suivre sur l'hyperactivité physique est totalement différent. Il dit, non, au contraire, c'est contre-productif dans ta maladie, il faut vraiment limiter les pas. Alors, j'ai plus le texte en tête, je l'ai sur le téléphone. Il faut limiter les pas au strict minimum, ne pas dépasser 3000, chose que je lui dis tous les jours, mais bon, l'IA l'a dit mieux que moi. Et oui, c'est plus sûr, voilà, évidemment. Oui, il vient me pomper ce que je raconte. Mais, à mon avis, c'est ça. Mais du coup, c'était assez intéressant, et ce que je critique depuis toujours dans cette pathologie-là et qu'on voit au quotidien, c'est l'absence de contextualisation ou de contexte de référentiel. Ceux qui me suivent déjà, j'en parle souvent de ces histoires de plongée. Quand vous venez en consultation, vous êtes à 35 kilos, c'est absolument pas le poids qui est attendu pour votre santé, c'est plutôt 50. Oui, le référentiel, c'est 0, c'est 50. Donc là, aujourd'hui, tu vas être à moins 15. Et on va parler de moins 15. Oui, vulgairement, entre nous, on dit qu'il faut qu'elle prenne 15 kilos, mais c'est pas le débat. On est à moins 15. Et ces problèmes de référentiel ou de contexte qui sont jamais posés par le patient font qu'elles vont focaliser sur des détails qui vont être complètement saugrenus par rapport à la situation. Là, je pense à Angelina qui, en ce moment, fait du sport à outrance. Elle a perdu du poids, elle sort d'hospitalisation, elle a perdu encore du poids. Et ce matin, elle m'écrivait, elle me dit, mais Nicolas, qu'est-ce que je fais? Je dois augmenter ou pas augmenter? J'ai dit, c'est quoi le contexte? Elle me dit, il ne faut pas que je fasse de sport. Non, ça, c'est un moyen. Le contexte, c'est que tu perds du poids depuis que tu es sorti d'hospitalisation. Donc, il faut que tu te renutrisses et que tu arrêtes le sport.
Et ce petit geste de consultation, quand on parlait tout à l'heure comment parler à quelqu'un aussi, c'est aussi de contextualiser. C'est quoi le problème aujourd'hui dans sa généralité, pas dans le point de détail, pas quand tu es en train de trier, bien sûr, tes aliments, mais c'est quoi le contexte, qu'est-ce qui se passe? Si on recule, ton poids se dégrade, on voit que... Et ça, je trouve que c'est un truc qui est toujours marquant. Vous demandez au patient quelle est la dernière fois que le patient a ri aux éclats. Et c'est assez surprenant parce que vous avez beaucoup de patients qui, depuis un moment, ne rient plus aux éclats. Voilà. Donc ça, c'est petits détails qu'on peut retravailler en consultation, qui marquent et qui permettent de faire un peu bouger les lignes. Bon, voilà l'IA, pour en revenir sur l'IA, on peut très bien s'en servir, mais il faut les contextualiser. Il faut rappeler ces choses-là. Et en effet, quand vous contextualisez, bêtement, l'IA vous donne les bonnes recommandations, enfin, les recommandations qui sont plutôt bonnes. Est-ce qu'on peut... Alors, j'aimerais bien parler de 2 choses maintenant. C'est l'impact sur la famille. Comment vous bossez avec les familles, comment les choses se passent, à quoi il faut faire attention. Enfin, voilà, c'est la maladie ou le patient et sa famille ou ses proches. Ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, en comparaison à il y a longtemps. Ça fait toujours plaisir. Alors, il y a longtemps. Non, mais initialement, les troubles alimentaires, il y a plus de 20-30 ans, on parlait de la mère comme étant responsable, on parlait de la famille comme étant responsable. Ça, on coupait les patients de leur famille. Enfin, c'est important de le dire. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. Plus ça avance et plus la famille fait partie du soin. Donc ça, c'est aussi très important de le dire. Alors bien sûr, chaque situation est différente. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas faire participer la famille, où ça n'a pas de sens. Oui, bien sûr. Mais la majeure partie des situations, on essaye d'impliquer les proches. On essaye d'amener une éducation aussi aux proches vis-à-vis de la maladie, des symptômes, de comment réagir, de comment se positionner, de comment ne pas laisser finalement cette maladie s'installer au sein de la famille, ne pas s'installer à table avec nous, ne pas lui laisser cette chaise en permanence. Comment faire pour continuer à avancer, continuer à vivre aussi en tant que proche. Enfin voilà, il y a plein de conseils qu'on donne et qu'on personnalise forcément en fonction des familles, en fonction des situations. Mais aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est que la famille peut faire beaucoup. Elle peut vraiment être actrice aussi dans le soin. Et bien sûr qu'il y a des moments d'impuissance et on fait ce qu'on peut. Et ça, c'est aussi complètement normal. Il ne faut pas culpabiliser de ça. Mais on a aussi un rôle possible à jouer. Et il ne faut pas hésiter à aller vers les professionnels pour justement demander comment faire, comment se positionner en fonction de la situation de la personne. Je vous l'ai dit, j'ai été formé en 2006-2007. Ouais. Et en 2007, j'ai commencé à avoir pas mal de patients TCA dans le Languedoc-Roussillon. Et en fait, la vraie problématique, ça a été que quand les patientes étaient hospitalisées à l'hôpital, du coup, les familles étaient en extrême détresse d'être seules, de ne pas être en lien avec l'hôpital, parce qu'on me l'a dit, Camille, je parle d'il y a 20 ans, donc... Voilà, je parle comme un vieux maintenant. Et du coup, il y a 20 ans, oui, il y avait encore cette histoire de parentectomie, pas de nouvelles, pas de contact téléphonique, etc. Et je me suis retrouvé avec des filles qui ont été hospitalisées et dont les parents étaient en souffrance. Et c'est comme ça que j'ai créé la première association de patients en fait, dans le Sud, et qui a fait que j'ai créé le premier congrès et que j'ai dit c'est pas possible d'être sur un territoire où il y a des gens qui se connaissent pas, qui ne parlent pas de ces TCA. D'accord. Donc c'est la même chose que je vous ai fait faire de l'année dernière à aujourd'hui. Et je crois que c'est ça. En fait, on se bat parce qu'on veut voir des témoignages comme ça, parce qu'on se bat tous les jours pour qu'il y ait de l'espoir, on se bat tous les jours parce qu'on arrive à guérir des patients, et c'est la seule chose qu'il faut retenir. Le seul vrai défaut, j'en trouve 2, je dirais comme ça. Premièrement, c'est qu'il y a beaucoup trop de patientes qui tombent dans les troubles alimentaires que ceux qui vont en sortir, parce que les prises en charge sont très longues. On va passer Quand tout se passe bien, il faut 1 an. Quand tout se passe bien. Ouais. La majeure partie du temps, on est entre 5 à 15 ans pour certaines. Voilà. Mais quand tout se passe bien, ça peut aller relativement vite. Donc ça, je dirais que c'est le premier truc, c'est qu'il ne faut pas traîner. Je reviens là-dessus, il ne faut pas traîner. Mais on peut en guérir largement et il faut entrer de suite dans les soins. Et puis la deuxième chose, le petit truc, c'est qu'en fait, quand les patients vont très bien, ils ne le disent jamais. On n'a jamais un petit message, ou rarement, parfois j'ai faire part de naissance, mais rarement on a des informations comme quoi les patients vont bien. Et ça nous manque aussi en tant que soignants, parce qu'on se bat, je peux vous assurer, comme des lions tous les jours. Camille, dans son service, s'occupe de situations
Je dis, je sais pas comment vous faites et comment vous trouvez l'énergie pour faire ce travail-là. Moi, pour vous donner un taux, là, j'ai appelé le CHU tout à l'heure pour savoir combien on faisait de consultations. On fait 1000 consultations l'année, rien qu'en HDJ. Mon taux moyen de consultation, c'est 200 consultations par mois, 2 TCA. Eh ben, c'est sûr que d'avoir des patients qui vont de mieux en mieux, ça nous fait du bien aussi d'entendre ça, donc on a besoin. Le contrepartie, c'est qu'on a beaucoup trop de patientes qui tombent, donc il faut réagir plus rapidement. Camille. Ouais, non, pour revenir sur le témoignage. Il y a la majorité des parents que je rencontre, des proches que je rencontre, se sentent énormément coupables vis-à-vis de la maladie de leur enfant, hein, souvent. Se demandent ce qu'ils n'ont pas bien fait, ce qu'ils auraient dû faire. C'est des questions qui tournent beaucoup en boucle avec un sentiment de grosse culpabilité et d'impuissance aussi. Alors, effectivement, là, il y a un sentiment d'impuissance et je pense qu'il est très dur à vivre, hein, mais il existe. Ce qui est important de rappeler aujourd'hui, c'est que les troubles alimentaires ne sont pas causés par les parents, déjà. C'est multifactoriel. Il y a plein de raisons pour lesquelles, à un moment donné, on va développer des troubles alimentaires. Donc, il faut pouvoir se détacher de cette idée-là et de cette culpabilité-là. En tant que parents, on fait tous ce qu'on peut, avec notre propre histoire, avec les propres injonctions qui nous sont faites. Donc, voilà, il y a déjà des choses à gérer pour soi. On fait ce qu'on peut pour transmettre à nos enfants, les protéger au mieux. Et voilà, enfin, je pense que c'est important de se déculpabiliser, de se déresponsabiliser aussi de ces troubles-là. Bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, qu'on peut modifier, qu'on peut améliorer, et c'est important de l'avoir en tête, mais c'est important aussi de ne pas tout se remettre dessus. Très bien. Alors, l'étape suivante, elle va nous conduire à aller voir des solutions en local, ici, en Côte d'Armor, des choses qui existent, des outils qui existent, qu'on a déjà vus. Mais avant de vous lâcher, de toute manière, vous serez là pour répondre aux questions tout à l'heure, ça va sans dire. Mais on ne l'a pas forcément fait cet après-midi. Je vais vous demander, je crois qu'on en avait parlé, à chacun, à vous Camille et à toi Nicolas, eh bien, de nous donner ce que j'appelle en général votre message des messages. Si vous n'aviez qu'un truc à dire à celles et ceux qui sont en face de nous ce soir, alors je sais que c'est délicat, c'est difficile, c'est non pas de l'hypersynthèse, mais un message de cœur, qu'est-ce que vous auriez envie de leur confier? Le truc qui pour vous est important par rapport à cette rencontre et tout ce que vous avez pu dire et tout ce qu'on a pu vivre ce soir. Moi, je dirais, c'est le temps. C'est comprendre qu'on n'a pas de temps. Et qu'il faut vraiment s'engager vers cette course du temps, qu'il ne faut pas, si les patientes sont là aujourd'hui, j'espère qu'elles arrivent à entendre ça, qu'il y a trop de vie gâchée, de temps gâché par cette pathologie-là, et qu'on le sait, quand les patients vont bien, nous disent « mais c'est fou, quoi, la vie est belle ». Mais pour en arriver là, il faut réduire le temps et il faut que les soins soient parfois agressifs, malheureusement, pour essayer de retrouver le plus rapidement le sourire, tout à l'heure, puisque je disais, en fait, il y a quand même beaucoup de patientes qui ont oublié de sourire depuis de nombreuses années. Donc, je dirais, le temps, c'est votre pire ennemi. Camille. Oui, j'ai envie de dire plein de trucs. Allez, ça peut être plusieurs messages. Non, je vais essayer de me restreindre. Je dirais... Oui, je sais, mais justement, j'ai trop réfléchi. Et du coup, je dirais, ne restez pas seul. Peut-être. C'est peut-être la chose la plus importante. Quelle que soit votre difficulté, votre symptôme, votre souffrance, votre poids, parlez-en. Ne restez pas seul avec ça. Il y a des solutions qui existent pour chacun. Super, merci. Je crois qu'on peut vous applaudir. On vous écoutera.